Valérie Pécresse, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation avec Pierre Simon Paul à l'occasion de votre visite en Corse. Une visite qui a débuté par Ajaccio, où la droite domine, mais où le maire Laurent Marcangeli, proche d'Édouard Philippe, a choisi cette semaine d'annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Ajaccio a toujours été un bastion de la droite. Comment est-ce que vous réagissez à ce type d'évolution ? C'est un choix qui m'a un peu surprise parce que quand je vois la façon assez méprisante avec laquelle Emmanuel Macron traite le centre droit et Édouard Philippe, je regrette que ses amis puissent le soutenir, d'autant plus que s'agissant de la Corse, on peut dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été celui des promesses non tenues, celui d'un grand mépris pour pour l'île et ses élus, et donc j'aurais préféré et j'aurais souhaité effectivement plutôt que Laurent Marcangeli se souvienne que j'avais toujours été là pour lui. Alors on va parler de la Corse un petit peu plus tard, mais votre positionnement est un peu compliqué. Vous avez d'un côté la politique d'Emmanuel Macron que vous auriez pu mener, et de l'autre un discours sécuritaire sur lequel l'extrême droite a de l'antériorité. Si vous gagnez la présidentielle, vous aurez des ralliements de tous horizons, sans mauvais jeu de mots, mais en cas de défaite, en revanche, c'est l'éclatement possible de votre famille politique. Vous n'avez pas peur que la droite suive le chemin de la gauche, en fait, avec des gens qui regarderaient du côté de Zemmour, d'autres du côté d'Emmanuel Macron? Mais je crois que votre analyse est fausse. Tout me sépare d'Emmanuel Macron. D'abord, effectivement, ma conception de la France et de la République. Moi, je veux remettre de l'ordre. Je veux remettre de l'ordre à nos frontières, je veux remettre de l'ordre dans la rue, je veux remettre de l'ordre dans l'école. Et puis, la liberté. Moi, je prêche depuis toujours pour un grand pacte de décentralisation avec des libertés locales, pour redonner de la liberté aux acteurs économiques, pour la débureaucratisation. On a eu 5 ans d'une présidence hyper verticale qui a ligoté les Français. Les Français veulent de la liberté. Et puis, la question du respect et de la dignité. Emmanuel Macron n'a pas respecté les Français. C'est ce qu'ont dit les Gilets jaunes. C'est ce que disent les Français qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur salaire. C'est ce que disent les retraités qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur retraite. Alors, cet ordre, cette dignité, cette liberté, moi je veux les donner aux Français. Je veux relever la France. Et tout me sépare d'Emmanuel Macron, y compris ma façon de gouverner. Parce que moi j'ai une équipe derrière moi. Une équipe de milliers d'élus de la droite et du centre qui me soutiennent et qui veulent aujourd'hui, à partir de leur expérience locale, pouvoir gouverner la France dans la confiance retrouvée. Même en matière économique, beaucoup de choses vous séparent. Vous auriez pu, grosso modo, mener une politique semblable, non ? Absolument pas. Emmanuel Macron, c'est le quinquennat des chèques et des échecs. Il fait des chèques avec vos impôts pour vous aider à payer votre essence. C'est pas comme ça que j'aurais géré la France. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vive dignement de son salaire. Je veux que les salaires payent pas des plus réussites en matière que de chômage. Que les salaires payent plus que l'assistance, c'est-à-dire revaloriser de 10% les salaires. Je veux faire la réforme des retraites qu'il n'a pas faite pour que les retraités puissent enfin avoir leur retraite indexée sur l'inflation. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, il ne l'a pas tenue. Il a cramé la caisse. Aujourd'hui, nous avons 2800 milliards de dettes. Alors certes, vous me dites 7% de croissance, mais c'est parce qu'on a eu 8% de récession. Mais parce qu'on a eu 8% de récession l'année dernière. Vous me dites le chômage en recul, mais on en a 2 fois plus de chômeurs que la moyenne de l'Union européenne. Alors je suis heureuse à chaque fois que je vois une personne, un Français qui retrouve un emploi. Mais la vérité, c'est qu'on aurait pu et qu'on aurait dû faire beaucoup mieux et certainement pas faire le quoi qu'il advienne en matière de dépenses publiques. Parce que demain, vous savez, après l'élection, avec Macron, ce sera l'addition. Alors on en vient à votre programme. Alors il est clair, il est fait de diminution de la dépense publique, du nombre de fonctionnaires, des impôts sur les entreprises. Alors vous voulez supprimer 150 000 fonctionnaires en 5 ans. Alors ça concerne aussi bien la fonction publique d'État que la fonction publique territoriale. Mais comment vous allez vous y prendre? Alors pour la fonction publique d'État, on comprend bien, mais pour les collectivités locales, c'est quoi? Une diminution des transferts financiers, une baisse de la DGF, de la dotation de décentralisation? Rien de tout ça. Ce que je veux, c'est faire une vraie loi de décentralisation. Aujourd'hui, on a des doublons à tous les étages. Si vous voulez, vous êtes une entreprise, vous voulez être aidé, vous devez déposer un dossier à votre commune, à votre communauté de communes, à votre région, à l'État. 4 dossiers, 4 demandes, 4 services instructeurs, 2000 guichets d'aide aux entreprises. Vraiment, la simplification, la débureaucratisation. Les Corses n'en peuvent plus. Quand on veut faire un projet, on a 6 mois, 1 an de procédure. Les grands projets industriels, les grands projets économiques mettent des années, un permis de construire. Il faut débureaucratiser, je le ferai. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que l'argent que je vais économiser, en supprimant des procédures et de la bureaucratie, je vais le réinvestir dans les 3 missions
qui sont pour moi sacrés de l'État, protéger, la justice notamment, éduquer, soigner. Je veux 25 000 médecins de plus à l'hôpital. Je veux 0 désert médical en France. Et je recréerai 50 000 postes. Donc, les postes que je supprimerai, 200 000. L'argent, 1 tiers pour mieux payer les fonctionnaires, 1 tiers pour recruter 50 000 fonctionnaires dans protéger, éduquer, soigner, 1 tiers pour réduire les déficits. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça, gérer la France et pas léguer une dette colossale à nos enfants. En revanche, sur la fiscalité, vous proposez notamment des mesures plus favorables en matière de droits de succession. Ça va coûter de l'argent, ça, à l'État. Oui, mais je fais 75 milliards d'euros d'économies et je fais 45 milliards de dépenses. Donc le solde est positif parce que j'ai le courage de dire qu'il va falloir réformer les retraites, qu'il va falloir réformer l'assurance chômage. Quand on vous propose un travail pour lequel vous êtes qualifié, eh bien, ou une formation vers un métier qui recrute, eh bien, il faut dire oui. Sinon, on n'a plus d'allocation chômage. J'ai le courage de dire que quand on touche le RSA, il faut une contrepartie d'activité. J'ai le courage de dire qu'il faut faire la réforme de l'État. En matière de droit de succession, la Corse bénéficie toujours d'un régime dérogatoire. Vous seriez favorable à proroger ce régime dérogatoire? On sait qu'il y a des difficultés pour les titres de propriété en Corse encore. Oui, alors j'en ai parlé avec Gilles Simeoni aujourd'hui parce qu'il me dit qu'on n'arrivera pas d'ici 2028, qui est l'échéance du retour au droit commun, à reconstituer l'intégralité des titres de propriété en Corse. Il faut se donner le temps de réussir cette réforme. Mais comme vous le savez, moi je veux supprimer les droits de succession sur 95% des patrimoines parce que nous sommes le pays le plus taxé les plus riches. Le plus taxé de l'OCDE, et je veux que tous les Français qui ont été taxés et retaxés puissent transmettre le fruit d'une vie de travail à leurs enfants. Et en contrepartie, pour ceux qui n'ont pas de biens, pour ceux qui n'auront pas d'héritage, je crée une banque nationale des jeunes pour financer leurs études, pour financer leurs projets. C'est très important pour les jeunes Corses qui bien souvent doivent venir sur le continent et s'auto-censurent dans les études qu'ils font. Moi, je veux qu'ils puissent envisager des études, y compris des études longues. Cette banque, elle prêtera, mais elle sera garantie par l'État. Et donc, du coup, eh bien, si on ne rembourse que si on gagne un salaire minimum, ou si on crée une entreprise, si on fait un chiffre d'affaires minimum. Pourquoi ? Parce que je veux redonner le goût du risque à notre jeunesse. Je veux qu'on puisse échouer. Et je veux que l'État soit là si jamais on échoue. Et en revanche, je veux que nos jeunes puissent oser. Alors la préoccupation des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation est de retour. Alors ici en Corse, les prix sont nettement plus élevés qu'ailleurs, et ce depuis toujours. Alors quelles mesures est-ce que vous comptez prendre pour enrayer cette hausse des prix qui commence à devenir pesante sur les ménages ? D'abord, là encore, la politique d'Emmanuel Macron en matière énergétique, ça a été une politique de zigzag qui nous a conduits dans le ravin. Il a fermé la centrale de Fessenheim, il a annoncé la fermeture de réacteurs nucléaires, moyennant quoi la facture d'électricité n'a jamais été aussi élevée. Et puis on a les énergies fossiles qui n'ont jamais été aussi chères. Alors s'agissant spécifiquement de la Corse, je pense qu'il va falloir que nous ayons un vrai rapport de force sur la question des prix des billets d'avion, vers le continent. Alors il y a des subventions pour les résidents, je le sais, mais en revanche, s'agissant par exemple des touristes qui font quand même plus d'un tiers du chiffre d'affaires de l'île, eh bien, il faut que la saison touristique soit plus longue dans l'année, et ça passe par des billets d'avion moins chers. Sur le coût de la vie. On a besoin. Sur le coût de la vie, on a aujourd'hui besoin de modérer un certain nombre de prix, notamment les prix du logement. Et là-dessus, moi, je souhaite qu'on fasse un prêt à taux zéro pour les jeunes ménages, qui soit ouvert sur tout le territoire français. Vous savez qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro, c'est dans les grandes métropoles, dans les zones tendues. Moi, je veux que ce soit partout parce que ce sera une mesure qui permettra de revitaliser les centres-bourgs et les villages, d'y ramener des jeunes et des familles qui pourraient devenir propriétaires ainsi. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est que dans le monde post-Covid, dans la France post-Covid, beaucoup de jeunes veulent revenir vivre à la campagne, au village. Et ça suppose aussi qu'on ne ferme plus les classes. Il n'y aura plus de fermeture de classes sans l'accord des maires. Pour les prix des logements qui explosent, la Corse est totalement concernée par cette explosion. Elle est principalement due aussi à l'explosion de la démographie, donc des migrations résidentielles, c'est ce que dit l'INSEE, des gens du continent qui viennent s'installer en Corse. Alors en Corse, il y a une vieille revendication, c'est le statut de résident qui avait été voté par l'Assemblée de Corse, donc il faudrait avoir 5 ans de résidence pour pouvoir acquérir un bien en Corse. Vous seriez favorable à une telle mesure ? Vous pourriez d'ailleurs la transposer en Île-de-France ?
Non, je ne suis pas favorable à ce statut de résident. En tout cas, pas si ça consiste à réserver des logements aux personnes qui sont issues, nées de familles corses, même si je pourrais moi-même en profiter. Mais non, je ne suis pas favorable à ce statut parce que moi, je crois à la nation une et indivisible. En revanche, ce que je crois, c'est que s'agissant du logement social notamment, il faut donner une priorité aux travailleurs de première ligne d'une ville, c'est-à-dire à tous ceux qui apportent leur force de travail à la ville et pas aux télétravailleurs qui viennent du continent et qui télétravaillent à Paris ou dans d'autres métropoles. Je reviens un instant sur le coût de la vie, en particulier sur le prix des carburants. Alors, il flambe de partout, ici, comme d'habitude. Et la Corse paye plus cher, là aussi, l'essence, malgré une réfaction de TVA de 7 points. Personne ne trouve de solution. Il y a des colloques, des réunions. Si vous arrivez aux affaires, est-ce que vous bloqueriez le prix des carburants? Ça existe dans certains départements d'outre-mer. Mon objectif, c'est plutôt d'aider tous ceux qui vont travailler à payer moins cher leur essence. Et donc, je suis pour l'indexation automatique du forfait kilométrique. Vous savez, ce forfait kilométrique, c'est celui que vous déduisez de vos impôts lorsque vous allez travailler. Le gouvernement, à ma demande, l'a débloqué pour cette année. Mais moi, je pense qu'il faut une indexation automatique de façon à ce que les Français puissent déduire de leurs impôts au réel le coût de leur transport en voiture quand ils vont travailler. Vous savez, moi, je donne la priorité au travail parce que je sais qu'aujourd'hui, les entreprises corses ont vraiment beaucoup de mal à recruter et je veux que tous ceux qui vont travailler soient mieux payés et moins de charges pour aller travailler. Justement, vous préconisez une augmentation des salaires. Je crois savoir que vous avez rencontré des représentants du MEDEF, en tout cas un représentant du MEDEF aujourd'hui à Ajaccio. Ils ne sont pas d'accord avec cette mesure d'augmentation des salaires. Mais si ils sont d'accord pour payer davantage aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, comment ça va se faire cette mesure? 10% que vous préconisez au départ. Non, mais attendez, moi j'ai précisé comment ça allait se passer ces 10%. D'abord, dès juillet, j'enlèverai 3% de charges sociales sur les salaires bruts qui sont payés par les salariés, 3% de cotisation retraite, et c'est l'État qui prendra à sa charge ces 3%. Ensuite, je ferai une conférence salariale, sociale, avec les représentants des employeurs et des salariés, et on mettra tout sur la table. Ils veulent la souplesse pour fixer le temps de travail en entreprise. Ils veulent la baisse des impôts de production. Il y aura une baisse des impôts de production dans mon programme, mais ce sera un donnant-donnant. Moi, je sais que les employeurs aujourd'hui sont prêts à payer davantage. Ils ont besoin de trouver de la main-d'œuvre, ils ne la trouvent pas. Mon objectif, c'est qu'en 2023, on soit à 5% de hausse des salaires jusqu'à 2800 € net. Alors on en vient à la Corse et aux problématiques qui la concernent plus spécifiquement et cette revendication d'autonomie. Alors vous avez rencontré aujourd'hui le président Gilles Simeone et celui-ci a présenté cette semaine un document de l'Association des régions de France qui préconisait le statut d'autonomie pour la Corse, document que vous avez signé, je crois. Alors est-ce que... Alors il n'a pas encore été adopté, Gilles est allé il n'a pas encore été publié, il n'a pas été voté encore un petit peu vite en besogne. C'est un document de travail qui reprend toutes les demandes de toutes les régions et qui est en train d'être rédigé par région de France. Pour moi, l'autonomie de la Corse n'est pas un tabou, je le dis. Ce n'est pas un tabou parce que je veux faire dans mon projet la plus grande loi de décentralisation depuis les lois de fer. Je crois à la différenciation. Je crois qu'on fait mieux au plus près des territoires et je veux réformer l'État. Je veux aussi qu'on soit beaucoup plus efficace et qu'on arrête les doublons. Donc l'autonomie n'est pas un tabou, mais la première chose qu'il faut faire et la priorité en Corse, c'est d'abord un plan d'investissement pour les Corses. Et il faut résoudre... Il existe, il y a le PTIC aujourd'hui. Vous avez vu l'argent? Vous avez vu l'argent? Pardon, excusez-moi, je suis un peu trivial. Non, la vérité, c'est que pour l'instant, ce PTIC, il est peau de chagrin par rapport au plan d'investissement que Nicolas Sarkozy avait octroyé à la Corse il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut remettre des investissements sur la table, des investissements pour les infrastructures, des investissements pour la santé. Qui les conduirait, la collectivité ou l'État, ces investissements? La main dans la main. Il faut retrouver un chemin de confiance. Moi, je n'ai pas choisi mon interlocuteur. C'est les Corses qui ont choisi Gilles Simeone. Mais si je suis président de la République, c'est avec lui qu'il faudra que je renoue cette confiance entre l'île et le continent, entre la République et la Corse. Vous entameriez un processus en faveur de l'autonomie ? J'entamerai un processus de retour à la confiance avec des investissements, avec
des libertés, des responsabilités. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. J'ai des lignes rouges. Moi, ce que je veux, c'est que la Corse soit pleinement fille de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de co-officialité de la langue corse. Ça veut dire pas de statut de résident qui priverait les Français du continent de pouvoir acheter un bien en Corse. Mais en revanche, s'agissant des langues régionales, comme tous les présidents de région, je suis très attachée aux langues régionales, et parce que c'est nos racines. Et moi, ce que je souhaite, c'est transmettre les racines de la France à tous les petits Français. Donc, je suis favorable à ce qu'on puisse, sur les langues régionales, les développer, les enseigner, y compris de manière immersive. Mais pas de co-officialité. Alors, en début d'après-midi, vous avez déposé une gerbe en hommage au préfet Claude Érignac. Vous avez été interrogé sur la situation carcérale des 3 hommes encore détenus dans cette affaire. Ils sont libérables, mais demandent au moins leur rapprochement. Vous avez dit que vous respecteriez l'indépendance de la justice. Pourquoi? Vous pensez que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Il y a eu des interventions de la part du gouvernement? Ce que je crois, c'est que d'abord, le rapprochement, c'est pas la libération. L'assassinat du préfet Érignac a été un drame pour les Corses, un drame pour la République, un drame pour les Français. Et nous ne l'oublions pas aujourd'hui. Maintenant, il y a une justice. Et cette justice, elle fait son travail. Et elle propose des mesures de rapprochement. Il y a des commissions qui doivent se réunir. Vous êtes favorable? Moi, ce que je souhaite, c'est que la justice nous dise le droit, rien que le droit, et je m'en remettrai au ministère de la Justice là-dessus. En l'occurrence, le droit, là, c'est le rapprochement, c'est même l'interprétation du droit, la libération conditionnelle. Vous, sur le fond, est-ce que vous êtes favorable à un rapprochement? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas moins de droits ou plus de droits. Je souhaite que la justice puisse faire son travail, et je réunirai cette commission pour qu'elle tranche cette question. Alors, votre campagne, le plan national, est basée en partie sur la sécurité. Alors en Corse, c'est moins la délinquance quotidienne, au pied des immeubles ou dans les cités qui préoccupe les habitants, parce qu'il n'y en a pas. Ou pas beaucoup en tout cas. C'est le phénomène aussi grave, sinon plus, le phénomène mafieux. Et ça m'a mis sur des secteurs entiers de l'économie, l'immobilier, les déchets, les marchés publics. Alors quelles mesures est-ce que vous comptez prendre pour lutter, pour éradiquer le phénomène ? Sur ces réseaux mafieux, je pense qu'il faut qu'on commence à travailler très sérieusement sur la notion de cyberparquet. Vous savez qu'une des façons de lutter contre le blanchiment, c'est de travailler notamment sur les réseaux sociaux, Internet, et de pister les filières de blanchiment, de fraude fiscale, de fraude sociale. Moi, j'aurai un ministre qui luttera contre la fraude, contre toutes les fraudes. Et en luttant contre les fraudes, il s'attaquera à ces gangrènes mafieuses qui aujourd'hui se répandent. Vous avez dit en Corse, mais évidemment sur le continent aussi, dans des quartiers entiers. On a aujourd'hui cette généralisation de la fraude qui n'est plus tolérable. Et avec l'argent de la fraude, on pourrait faire beaucoup... Il y a le trafic de stupéfiants, Bien évidemment, non mais c'est tous les trafics, toute l'économie souterraine, ça passe aujourd'hui beaucoup par une police fiscale et par une police cyber. Et est-ce que vous considérez que la législation, à l'état actuel des choses, est suffisante, ou est-ce qu'il faut durcir, en particulier avec une loi sur les associations mafieuses? Un modèle italien, par exemple. Écoutez, je n'ai pas réfléchi à cette question. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, la loi de la République s'applique partout et pour tous. Je regarderai la loi italienne, puisque vous m'y invitez. Mais on peut parler de mafia, selon vous, en Corse, de gangrènes mafieuses, de dérives mafieuses en Corse? Il y a des réseaux de crimes organisés en France, il y a des réseaux d'économie souterraine partout sur le territoire, et ces réseaux, il faut les éradiquer partout et sur tous les territoires. Eh bien, ce sera là le mot de la fin pour vous, Valérie Pécresse. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Buonasera a tutti.